Il est 17h30. Si ça convient à chacun des participants et surtout, Madame la Ministre, je vous propose qu'on engage ce nouveau rendez-vous. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un webinaire d'exception qui nous amènera jusqu'à 18h30 pour ouvrir notre semaine dédiée au sujet du bien vieillir dans les petites villes de demain et plus généralement dans les territoires ruraux. Donc cette belle semaine a été concoctée avec les ministères en charge de l'autonomie, du logement, ainsi que la CNSA et le réseau français Ville Amie des aînés, ainsi que l'Association des petites villes de France. Donc quelques propos introductifs techniques et ensuite je me tais pour cette ouverture. On vous invite comme toujours à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas du logiciel et ce webinaire est filmé et le replay sera disponible prochainement. Donc, j'ai le plaisir, comme je l'évoquais rapidement, d'accueillir Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, ainsi que Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement, pour ouvrir cette semaine. Et Madame Jacqueline Gouraud nous rejoindra en clôture. Mesdames les ministres, merci infiniment pour votre présence et votre participation et votre implication dans ces sujets. Madame Bourguignon, si cela vous convient, je vous cède la parole sans plus tarder. Merci à chacun des participants. Madame la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement, chère Emmanuelle, Monsieur le Président de l'Association des petites villes de France, cher Christophe, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, bref, je suis ravie d'être avec vous en cette fin de journée à l'occasion de ce webinaire du bien vieillir dans les petites villes de demain. Vous êtes nombreux à vous être connectés et je vous en remercie pour partager vos expériences, pour que nous travaillions ensemble. Et je remercie mes collègues, Jacqueline Gouraud qui nous rejoindra et Emmanuelle Wargon, pour leur engagement en faveur de l'autonomie de nos concitoyens les plus âgés. Vous le rappellerez sûrement, mais les petites villes de demain, ce n'est pas un programme gouvernemental seulement, majeur ou un label envié, mais bien un levier local pour le développement. C'est une offre de service, une aide au projet pour faire face aux enjeux de la transition démographique, aux enjeux qu'affrontent les élus de proximité, le patrimoine, le commerce, l'aménagement urbain, mais aussi le vieillissement et donc, compte tenu de tous ces sujets, l'adaptation au vieillissement. Nous devons prendre l'initiative car notre population compte 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans et elles seront bientôt 20 millions. Nous sommes entrés dans une société de la longévité et je pense qu'on peut s'en réjouir. Un choc démographique qui est d'une ampleur inédite et qui se profile d'ici 2020 et vous en ressentez déjà les impacts. Vous ne serez pas surpris si je vous confirme que les Français, et particulièrement les personnes en perte d'autonomie, veulent avant tout rester chez elles, vous le savez mieux que quiconque. C'est pour cela que j'ai coordonné une vaste réforme de l'autonomie pour permettre d'être accompagné à domicile, quel que soit son degré de vulnérabilité ou de dépendance. Nous en avions parlé lors du lancement national du réseau Petites Villes de demain, le 25 octobre dernier, si je ne me trompe pas. 500 opérations d'habitat inclusif en cœur de ville seront soutenues jusqu'en 2026 pour les personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Cette démarche s'inscrit dans un nouveau cadre partenarial pour agir en faveur des seniors et de leur environnement. Dès l'année 2022, ce sont 45 millions d'euros qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour financer l'aide à la vie partagée et le forfait habitat inclusif. D'autre part, les crédits du Ségur de la santé permettront aussi un soutien en investissement à titre expérimental et en lien avec les conseils départementaux les plus mobilisés, et je sais qu'ils sont déjà nombreux. Pour la diversification des solutions d'accueil des personnes âgées, 155 millions d'euros jusqu'en 2024 seront dédiés à la création de nouveaux logements alternatifs, en particulier les résidences autonomie ou les habitats inclusifs toujours. Les seniors sont un or gris qu'il faut cultiver, une source de vitalité, un vecteur de développement. Je
pense que vous en êtes convaincus. Moi, je suis une élue rurale et je vois que tous les élus de mon territoire, qui ont pourtant des communes très petites, s'engagent dans cette destination qui vise à créer du logement alternatif, des solutions adaptées en tout cas pour leur commune ou adapter tout simplement leur commune à ces projets. Ils le vivent positivement, ils ont envie d'en faire un atout. Je n'ai jamais cru, moi, en tout cas, en discours pessimiste qui tourne autour de notre pays, qui dirait que nous sommes en un désert rural ou que nous sommes en déclin. Moi, je crois au contraire qu'il y a énormément d'innovation dans ces territoires, qu'ils regorgent même d'idées, et je peux en témoigner. Beaucoup d'actifs, de plus, rêvent de vivre à la campagne. Et d'ailleurs, je pense qu'avec la crise sanitaire, ça s'est renforcé, ce sentiment. Ils veulent offrir un cadre de vie de qualité à eux-mêmes et leurs enfants. Nombre de jeunes retraités s'y installent, ils apportent de l'énergie, des idées nouvelles au sein de ces communes. Partout, les élus se mettent en quatre pour faciliter leur vie, développer des services. Ils proposent de s'investir dans la vie de la commune parfois sans jamais compter leurs heures. Le vieillissement sera source d'emplois nouveaux, nombreux, et l'économie du grand âge est un secteur d'avenir. C'est en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux, sous l'égide des communes, des intercommunalités, que nous ferons la preuve que oui, la silver economy, cher Luc Broussy, est une opportunité de croissance et de vitalité pour nos territoires. J'y crois profondément. La santé, la sécurité, l'habitat, les services, les loisirs, le numérique, les transports, bien évidemment, sont autant d'opportunités de développement que permettra la transition démographique. Nous nous devons de promouvoir cette transition. Nous devons d'en être des partenaires assidus, des partenaires efficaces, et nous nous devons surtout de faire confiance aux élus locaux. C'est le sens de la démarche, qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs citoyens et qui connaissent leurs besoins, mais n'ont pas toujours la reconnaissance et le soutien nécessaires dans leurs projets. C'est précisément pour cela que j'ai souhaité créer un outil, un fonds d'appui pour des territoires innovants seniors, doté d'une première enveloppe de 8 millions. C'est un nouvel outil concret qui, j'en suis convaincue, permettra d'engager une dynamique partenariale, participative aussi, à l'échelle des territoires. Ce nouvel outil, je veux qu'il soit un véritable accélérateur de la transition démographique dans les territoires. Ce fonds d'appui qui repose sur l'engagement financier et stratégique de la CNSA sera porté par le réseau francophone Ville Amie des Aînés, sans nécessité d'y adhérer préalablement. Il sera encadré par un véritable savoir-faire technique, organisationnel, une grande expérience de gestion de projet. Il contribuera à étendre son réseau pour donner l'exemple et continuer à diffuser les bonnes pratiques. En pratique, il repose sur deux axes que je rappelle. Le premier axe, qui est doté de 500 000 euros, permettra de délivrer des bourses d'appui pour le lancement de la dynamique, réaliser un état des lieux territorial des besoins, permettre aux acteurs de développer une ingénierie des politiques de l'âge. Les aides financières seront de 6 000 à 10 000 euros en fonction de critères très simples. Le deuxième axe sera doté, lui, de 7,5 millions d'euros et dédié au développement des projets, par exemple en matière de solidarité intergénérationnelle, comme des jumelages entre écoles et EHPAD de la commune, ou comme nous le souhaitons avec Jean-Michel Blanquer et que nous sommes en train de formaliser. Il pourra s'agir aussi de projets concernant de petits aménagements urbains pour permettre que ce ne soit pas des sources d'angoisse pour les personnes qui désirent sortir de leur domicile et qui quelquefois s'isolent à cause d'un manque d'aménagement dans la collectivité. L'aménagement de bancs, ça peut paraître anecdotique, mais certaines grandes communes, comme Nancy, se sont lancées dans des plans bancs dans leur commune. Donc je crois que ça n'est pas neutre et qu'il faut s'y pencher. Ou encore des démarches citoyennes de participation, comme j'ai pu admirer au Danemark avec des conseils de seniors très performants. Donc vous le voyez, c'est pour accompagner des projets locaux, pensés par et pour nos seniors et nos aînés, que j'ai pensé utile ce fonds d'appui. Il s'agit d'encourager et de stimuler l'innovation des territoires, de vous permettre d'être à la fois force de proposition concrète et d'accompagner la réalisation de vos idées. Donc merci à vous d'avoir su, avec avant tout le monde, imaginer les jours heureux de la Société de la longévité, et l'État sera à vos côtés pour en faire une véritable réalité
une réalité vécue. Je souhaite de fructueux travaux et je cède la parole sans plus attendre, si Madame l'animatrice me le permet, à ma collègue Emmanuelle Vargon. Merci Madame la Ministre, merci chère Brigitte Bourguignon, chère Juliette Auricoste, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner la possibilité de participer à cette rencontre Petite Ville de demain sur le thème du vieillissement. Quelques mots de complément pour souligner les grandes orientations politiques que Brigitte Bourguignon vous a présentées. Je ne reviens pas sur le vieillissement de la population, qui est un sujet connu, et sur la grande ambition que nous portons ensemble d'accompagner cette transition démographique, cette transition sociale, économique, culturelle, dans les meilleures conditions. Le ministère du Logement est un partenaire du ministère de la Santé, des Solidarités et de la Santé sur le sujet, sur un certain nombre de points précis, en complément de ce qu'a pu dire Brigitte. D'abord, nous sommes très volontaires pour développer l'habitat inclusif, en particulier dans le parc social. Sur la base du rapport Pifto-Wolfrom d'il y a quelque temps, nous avons beaucoup avancé, y compris sur la partie réglementaire et technique, pour favoriser la colocation dans le parc social, pour permettre la réservation de logements pour des personnes à mobilité réduite en situation de handicap, y compris bien sûr les personnes vieillissantes, et globalement pour clarifier la réglementation qui s'applique aux résidences sociales en matière d'habitat inclusif et faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd et que les gestionnaires puissent avoir la marge de manœuvre nécessaire. Dans le champ de l'habitat privé, nous travaillons aussi très étroitement ensemble pour voir comment aller plus loin. Nous avons déjà un certain nombre d'aides. Certaines sont portées par l'ANA, d'autres sont portées par les régimes de retraite ou par l'assurance familiale. Nous avons ensemble une mission d'avancer vers une simplification de ces aides qui nous a été confiée par le Premier ministre. Et c'est important que nous soyons en capacité de proposer au début de l'année une vision sur un système unifié, simple, du même genre que MaPrimeRénov', adapté à l'adaptation au vieillissement, qui permettra d'avoir un guichet unique, une aide efficace, suffisamment importante en montant et suffisamment simple à demander pour l'adaptation au vieillissement en complément de ce qui a pu avoir lieu avant. Bien évidemment, tout le travail sur la rénovation en général y concourt, mais je crois que nous avons besoin d'aller plus loin parce que nous avons de la transformation à faire pour répondre à la demande des Français de pouvoir continuer à vieillir à domicile dans de bonnes conditions. Et pour conclure, parce que je vais vraiment être brève, je voudrais vraiment saluer l'initiative Petite Ville de demain et Jacqueline Gouraud par anticipation, parce que je crois que Petite Ville de demain, ça peut être un très bon incubateur de solutions pour la suite. Et Brigitte se déplace beaucoup sur le territoire, c'est également mon cas. Je vous citerai deux exemples, un dans le Cantal à Murat et un dans l'Aveyron à Nocelles. Dans les deux cas, des petites communes inventent des modèles nouveaux, souvent à partir de la rénovation de centre-ville, c'est-à-dire des immeubles fermés, désaffectés, parfois aidés par le fonds friche du ministère du Logement, pas toujours. Et je pense à Nocelles, par exemple, c'est un ancien presbytère qui va être réhabilité pour devenir une résidence senior avec des prestations d'habitat inclusif, de l'accompagnement et de l'animation à destination de seniors qui sont en dehors du centre-ville, dans des maisons plutôt dans la campagne et qui souhaitent revenir. Et donc, en fait, je pense que Petite Ville de demain et les communes qui portent ce programme peuvent nous aider à inventer et à montrer que ces modèles sont atteignables, que l'ingénierie n'est pas si compliquée, que ça ne s'applique pas qu'à des grands bailleurs ou des grandes collectivités et que c'est finalement là que s'invente l'avenir. Donc, je compte sur vous. Ce programme Petite Ville de demain permet ces innovations. Les enveloppes financées par le ministère des Solidarités et de la Santé que Brigitte Bourguignon a citées permettent d'avancer et je crois qu'on aura de très beaux résultats rapidement. Merci. Merci beaucoup, Mesdames les ministres, pour cette ouverture enthousiasmante, en tout cas pour le reste de nos travaux. Je vous propose sans plus tarder d'engager à la première partie de notre discussion de ce soir sur la thématique de quel habitat pour bien vieillir dans les petites villes et les territoires ruraux, puisque, comme vous l'évoquiez, dans les petites villes de demain, les petites villes et territoires ruraux, on a une population globalement plus âgée que la moyenne nationale, plus fragile aussi. Et en même temps, comme vous l'évoquiez, Madame la Ministre, à l'instant, sont de formidables territoires d'expérimentation et d'innovation. C'est ce qu'on a pu voir ensemble lors du Forum des solutions jeudi dernier
organisé par Action Cœur de Ville en association avec Petite Ville de Demain pour ce forum qui a pu montrer des retours d'expérience à Rixheim, à Langres ou à La Réole avec des exemples tout à fait innovants, d'excellente qualité architecturale dans des petites villes de demain et dans des territoires ruraux. On voit dans le programme Petite Ville de demain que l'enjeu de l'habitat pour les personnes âgées, c'est vraiment le premier sujet sur lequel nous interpellent les élus dès qu'on parle d'enjeux de transition démographique. C'est pour ça qu'il nous a semblé important qu'on en parle en ouverture de ce webinaire, même si vous verrez, on élargira très vite le propos. Aujourd'hui, donc, si on regarde les petites villes de demain, 44% des plus de 75 ans vivent à domicile. Quelles sont les attentes aujourd'hui et demain des habitants des petites villes de demain, des territoires qui les entourent, quels usages pour ces petites centralités, qu'est-ce qu'on attend de ces villes pour ces habitants du centre et des territoires ruraux. Donc, pour toucher à cette question, je suis ravie d'accueillir Nathalie Nisson, maire de Bourg-de-Péage dans la Drôme, Luc Broussy, auteur du rapport « Nous vieillirons ensemble » remis à Mesdames les ministres en mai dernier, et au titre une de ses multiples casquettes, et Stéphane Corbin, DG adjoint de la CNSA. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté d'intervenir dans des délais brefs et pour des temps courts, mais on pourra explorer tous ces sujets plus à fond dans la semaine. Madame Nisson, donc vous êtes maire de Bourg-de-Péage dans la Drôme, un peu plus de 10 000 habitants. Vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'Association des petites villes de France et également une commune Action Cœur de Ville, donc le grand frère de Petites Villes de demain. Ça veut dire que vous avez un peu d'avance par rapport aux communes Petites Villes de demain qui s'engagent aujourd'hui dans le dispositif. Justement, par rapport à ce que j'évoquais, est-ce que vous pourriez nous préciser, à votre sens, quels sont les enjeux sur votre territoire, quelles sont les attentes des habitants de Bourg-de-Péage autour de cette question du bien vieillir, s'il vous plaît? Tout d'abord, merci beaucoup d'aborder ce sujet qui effectivement est très prégnant et les ministres ont bien centré le sujet avec ces enjeux qui sont là devant nous. Donc, j'interviens au nom de l'Association des petites villes de France et c'est vrai que nous, les élus, les maires, nous sommes confrontés directement au vieillissement de notre population. Et j'ai envie de vous dire que ce que veulent nos concitoyens, c'est d'être accompagnés dans leur vieillissement, d'être protégés face aux défis du quotidien et de faire en sorte qu'ils puissent rester le plus longtemps autonomes chez eux. Alors, l'autonomie, ça passe par le logement, mais c'est un sujet que l'on va aborder plus précisément un petit peu plus tard. Mais ça passe aussi par le fait de les accompagner dans des démarches du quotidien qui sont pour autant essentielles. Je vais vous donner deux exemples très concrets. La vaccination. Nous avons lancé une expérience et un programme d'accompagnement des plus de 65 ans sur Bourg-de-Péage pour prendre nous-mêmes les rendez-vous dans les centres de vaccination parce que c'était trop compliqué. Pour beaucoup d'entre eux, Doctolib, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est inatteignable. Donc, on les a accompagnés dans cette démarche-là. Et puis, par exemple aussi, avec la création d'un espace France Service, c'est rompre la fracture, enfin, en tout cas, essayer de réduire la fracture du numérique et faire en sorte de pouvoir les accompagner au quotidien pour toutes les démarches administratives qui se font via Internet et via des réseaux qui peuvent être bien, bien loin de ces personnes qui ne maîtrisent pas toujours l'outil informatique ou qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Accompagner nos concitoyens au quotidien et notamment les plus fragiles et les plus âgés. Merci beaucoup, Madame le maire. Je me tourne vers Luc Broussy parce que finalement, on parle de ces personnes âgées. Vous vous êtes intéressé, c'est un peu de mémoire, un des points de constat d'ouverture de votre rapport. Finalement, quand on parle de ces seniors, de ces personnes âgées, de qui on parle justement? Alors, on parle, vous avez raison de dire, parce qu'on peut faire démarrer le point d'entrée dans la vieillesse à 60 ans. C'est l'âge à partir duquel on a le droit à l'allocation personnalisée à l'autonomie, par exemple. L'âge moyen de départ en retraite, c'est 62 ans et demi. L'âge moyen du minimum vieillesse, c'est 65 ans.
Donc, oui, et puis on peut vivre maintenant de plus en plus, jusqu'à 100 ans et plus, si affinité. Donc, en réalité, la période dont on parle là, ou la catégorie de population dont on parle là, c'est près de 40 ans de vie. Alors, il y a peut-être un point que nous avions, j'ai vu qu'il était dans les parages, donc je le cite, on avait avec Jérôme Guesch dans un rapport essayé de fixer 3 catégories que tous les élus locaux connaissent. C'est les retraités, ceux qui ne demandent rien à personne, ceux qui irriguent le tissu associatif, qui sont souvent d'ailleurs eux-mêmes élus locaux, mais enfin qui n'ont aucun problème physique, psychique, et qui sont ce qu'on appelle valides, autonomes. Puis après, vous avez les personnes fragiles qui commencent à avoir quelques fragilités. C'est je ne peux plus conduire ma voiture tout seul, c'est je commence à avoir un peu mal aux jambes quand je marche trop longtemps, etc., etc. C'est je deviens veuve, qui est une forme de fragilité sociale aussi, parce que ça amène parfois à l'isolement social. Et puis enfin, une catégorie qui est peut-être d'une certaine manière la mieux identifiée par les politiques publiques, parce que la plus ancienne, les personnes âgées en perte d'autonomie. Et là, les politiques publiques se déploient en leur direction depuis maintenant des décennies. Il y a une deuxième chose à savoir, c'est que, et Brigitte Bourguignon le sait bien, on en a beaucoup parlé, c'est que la progression du nombre de personnes âgées dans les prochaines années, elle n'est pas homogène. Et les élus locaux qui sont ici doivent le savoir, les Français de 85 ans et plus, dans les 10 prochaines années, leur nombre va stagner. C'est un peu contre-intuitif, mais le nombre des 85 ans et plus va stagner dans notre pays. Il va exploser à partir de 2030. Deuxième constat qui, là, pour le coup, nous intéresse tout particulièrement, les 75-84 ans. C'est ces personnes dont je parlais qui sont un peu fragiles. C'est à partir de là qu'on commence à voir les premières fragilités, le veuvage, etc. Cette population des 75-84 ans, et ça, c'est à peu près partout dans toutes les communes de France, qu'elles soient petites ou grandes, va exploser de 47% en 10 ans. Donc la décennie qui ouvre, j'allais dire, le prochain mandat municipal, même celui d'après, sera marqué par l'explosion des 75-84 ans. Donc, c'est moins des EHPAD qu'il nous faut construire dans les 10 prochaines années que des formules d'habitat alternatif qui puissent permettre à ces personnes à la fois de gérer leur fragilité et d'être au cœur de la société. Et dernier élément, c'est que ces personnes dont on parle là sont nées en 1945. C'est le début du baby-boom. Elles avaient donc 23 ans en mai 68. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ces gens-là vont être des gens qui ont été biberonnés par la liberté, par l'autonomie, par le consumérisme, et vont vouloir maîtriser leur vieillissement. Ce n'est pas du tout la génération un peu passive de la fin du XXe siècle qui a vu arriver le vieillissement sans trop savoir qu'elle vivrait aussi longtemps. Là, eux, ils savent qu'ils vivront longtemps. Et ils savent que quand ils ont 10, 20, 30 ans à vivre devant eux, ils veulent maîtriser tout cela. Et donc, les élus locaux, mais aussi évidemment les pouvoirs publics de manière générale, ne vont pas avoir en face d'eux des seniors comme étaient leurs propres parents. C'est une génération qui va vouloir véritablement déterminer ce qu'est son vieillissement, d'où le développement, mais on y reviendra, de formules plus innovantes demain, d'habitat participatif, bref, d'éléments nouveaux dans nos politiques publiques. Donc, il n'y a pas que l'élément démographique, il y a aussi une forme d'élément sociétal, sociologique qu'il faudra prendre en compte, parce que les besoins, les envies, les désirs des personnes âgées de demain ne seront pas les mêmes que celles d'hier. Merci beaucoup de cette illustration, oui, effectivement, de la pluralité de ce que recouvrent ces habitants finalement, et donc la diversité qu'on peut envisager de leurs attentes, des usages qu'ils vont avoir de la ville aussi. Madame Nissad, on a bien entendu votre témoignage sur le fait qu'il y a une attente des habitants d'être à leur côté, d'accompagner, d'aller vers. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur un exemple d'une action entreprise sur votre territoire, justement, à destination de ce public, peut-être en matière d'habitat? Oui, alors effectivement, l'habitat, c'est le cœur de tout, hein, parce que c'est là aussi que se poursuit l'autonomie. Donc, nous, on a mis en place un collectif, un petit immeuble en partenariat avec Drôme Aménagement Habitat, hein, c'était du logement social, une veille bienveillante. Donc, en fait, les gens sont dans un immeuble avec des appartements adaptés, hein, ce sont des petits F1, enfin F2, F3, hein, pour pouvoir potentiellement accueillir quelqu'un. Bien sûr, tout est aux normes et adapté complètement pour accueillir des personnes dont l'autonomie
diminuent et qui sont fragiles dans leur quotidien, notamment la douche, enfin, voilà, les prises pas trop hautes, enfin ce genre de choses. Les boutons interrupteurs. Et la veille bienveillante, eh bien, on a conventionné avec une association qui, en plus, permet au sein de ce collectif de créer du lien entre les personnes, de créer des activités, de suivre les personnes dans leur quotidien, voir comment elles vont et les accompagner aussi dans les petites choses du quotidien à faire, telles que les courses, enfin, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très important pour permettre, comme l'a dit Luc Broussy, permettre à ce que les personnes puissent rester dans l'autonomie le plus longtemps possible, plus indépendantes possible et en même temps être très accompagnées. L'indépendance et l'accompagnement qui arrivent à être conciliés. Merci beaucoup. Et puis ça rassure les familles aussi, ça rassure les enfants de savoir qu'il y a tout ça autour des parents. Merci beaucoup de ce témoignage, effectivement, d'action à la fois avec, en l'occurrence, Drôme Aménagement Habitat sur le bâti, sur l'offre résidentielle, et puis sur le volet animation et liens de proximité. On voit bien que des liens assez étroits sont indispensables. Stéphane Corbin, vous êtes directeur général adjoint de la CNSA, excusez-moi. Madame la ministre on a parlé en ouverture. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur comment agir finalement, justement, quand il y a perte d'autonomie, que font les pouvoirs publics sur le sujet et comment ils peuvent aider les collectivités? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Peut-être pour répondre à votre question, comment agir lorsqu'il y a perte d'autonomie, il faut peut-être se poser la question, mais je crois que c'est le sens des échanges que nous avons là, c'est d'agir avant qu'il y ait perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut construire, comme l'a indiqué Luc Broussy, c'est 40 ans d'une vie. Ce n'est pas, et je crois que nous avons eu trop longtemps une conception qui était d'une part le domicile ordinaire, et puis lorsque survenait cette perte d'autonomie, comme si elle était d'ailleurs inéluctable, sans pouvoir agir dessus, nous construisions des réponses spécialisées et notamment des EHPAD. Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience du vieillissement de la population et de la longévité, c'est de construire des formules, comme disait Luc Broussy, ou des solutions qui prennent en compte finalement les attentes des personnes, que sont à la fois l'envie de vivre chez soi, sachant que ce chez soi doit peut-être plus se construire dorénavant dans un parcours de résidentiel. Le chez soi n'est pas forcément le logement d'origine, l'habitat d'origine, celui du pavillon isolé avec des marches pour se rendre dans sa chambre. Ça peut être effectivement des formes plus intermédiaires, comme nous l'avons indiqué. Mais ces formes intermédiaires, ces habitats, doivent aussi être accompagnés. Madame Nisson l'a bien souligné. Il n'y a, à mon avis, une solution tronquée serait la solution où on se préoccuperait que d'habitat, même s'il est essentiel et premier, sans se préoccuper d'ailleurs de la forme de cet habitat, mais aussi de l'accompagnement des personnes. Et puis, le troisième élément, c'est celui que les personnes, même accompagnées par des services médico-sociaux, ne souhaitent pas rester seules. Et parfois, les accidents de la vie ou la manière dont les espaces urbains sont conçus provoquent beaucoup de solitude. Et c'est là où nous devons construire des formules qui permettent à ce que les personnes puissent avoir des temps partagés avec d'autres habitants, plutôt voulus que subis. Et c'est là que, comme l'a indiqué Brigitte Bourguignon tout à l'heure, les formules comme l'habitat inclusif, mais ce n'est pas les seules formules existantes, sont tout à fait pertinentes, surtout lorsqu'elles se construisent en centre-bourg, au cœur même des villes où il y a les services, et qu'ils permettent une véritable insertion à la fois dans le voisinage ou dans la vie locale. Et je crois que c'est Madame Nisson qui le disait également tout à l'heure, nous devons construire des solutions d'habitat qui répondent à l'ensemble des situations, et elles sont multiples, mais elles ne doivent pas se faire à côté
mais au cœur même des solutions, à travers notamment des formules qui permettent aux générations entre elles de vivre ensemble plutôt que d'avoir des habitats totalement séparés. Voilà l'ambition qui est la nôtre, que nous accompagnons financièrement à travers l'habitat inclusif notamment, et notamment le développement de l'aide à la vie partagée qui est confiée au département et qui connaît un véritable succès puisque d'ores et déjà 62 départements nous ont dit souhaiter s'engager dans ces démarches-là. Merci beaucoup Stéphane. Je regardais en parallèle les réactions qui allaient dans le sens plutôt d'assentiment de ce que vous avez évoqué plus que de questions particulières. Donc, je laisse juste de voir si jamais il y a des questions qui se posaient ou un intervenant qui souhaiterait rebondir une dernière fois avant que j'enchaîne sur une question suivante. Je ne vois pas de geste vigoureux. Une petite question pour Stéphane dans le question-réponse, mais on y reviendra. Donc, merci beaucoup pour cette première partie. On reviendra sur les outils pour diversifier les parcours résidentiels mercredi après-midi lors d'un décryptage de l'offre de services dédiée. Comme on l'a déjà, comme vous l'avez tous dit et touché du doigt, habiter, ce n'est pas que se loger. Se pose la question, comme l'évoquait Madame le maire, des questions de la proximité, l'accès aux services, que ce soit commerce, santé, lieu de lien social, de culture. Et voilà, un territoire où l'on vit bien, c'est aussi un territoire où les personnes âgées contribuent à la vie de la cité, par exemple par leurs engagements associatifs. Et donc, ces différents enjeux se retrouvent dans un projet de territoire intégré. C'est aussi pour ça que dans le cadre de Petites Villes de demain, ça nous semble extrêmement opportun, collectivement, de poser ce sujet, d'y consacrer toute une semaine et puis bien au-delà, pour poser diagnostic, pistes d'action dès aujourd'hui, au moment où les projets de territoire se bâtissent. Donc, pour traiter cette question des solutions pour les enjeux territoriaux, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de l'Association des Petites Villes de France. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le président. Également, donc, Luc Broussy, que je garde sur scène, et Yves Le Breton, donc, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci beaucoup, madame Nisson, monsieur Corbin. Vous êtes bien évidemment invités à réagir si vous le souhaitez par la suite. Donc, tout de suite, je vais céder la parole à nouveau à Luc Broussy, qui nous a balayé le portrait finalement, ou la pluralité des portraits de ce qu'on appelle les aînés, un peu rapidement. Dans votre rapport « Nous vieillir ensemble », vous vous êtes intéressé de près aux enjeux territoriaux et aux leviers à mobiliser justement pour dépasser une approche par un peu pointilliste, mais avoir une approche plus globale. Est-ce que vous pourriez rapidement nous en présenter les conclusions? Je suis désolée de cet exercice un peu compliqué parce que c'est un rapport assez copieux, mais par contre, votre micro est coupé. J'ai compris que le seul mot que je devais retenir dans votre phrase, c'était le mot « rapidement ». Et je vais faire court. D'abord pour dire que le sujet est bien plus mature aujourd'hui qu'il ne l'était en 2013, lorsque j'ai remis un premier rapport et que je suis allé le présenter dans une petite ville de province qui s'appelle Bourg-de-Péage, où nous avions, Madame la maire, j'espère, s'en souvient encore, fait une conférence toute une après-midi sur des sujets qui étaient encore, au fond, pas tout à fait encore dans les radars des élus locaux. Vous aviez un niveau d'avance, j'allais dire, en matière de réflexion sur ces sujets-là. La deuxième chose, c'est que j'avais, il y a plusieurs années, fait un rapport pour une ministre. Cette fois-ci, grâce à Brigitte Bourguignon, ce travail a pu se faire avec 3 ministres. Et c'est essentiel. Et cette visio d'aujourd'hui en est le témoignage, puisque les 3 ministres sont là, mais ça change tout. Ça change tout. Ça change tout d'avoir la ministre en charge de la santé, du social, des personnes âgées, de l'autonomie, et donc de la CNSA. Ça change tout d'avoir la ministre en charge du logement, parce qu'avec la DHUP, on peut parler de l'adaptation des logements et de MaPrimeAdapt'. Et ça change tout, une fois de plus, d'avoir pu travailler avec cette formidable institution, je le dis au premier degré parce que je ne la connaissais peut-être pas autant qu'il aurait fallu, c'est-à-dire l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, dès lors qu'on a l'ensemble de ce spectre,
eh bien, on ouvre des horizons insoupçonnés en termes de politique publique. Et c'est ce que vous faites tous ensemble, c'est ce que nous faisons tous ensemble depuis maintenant plusieurs mois. Parce que ce qui me paraissait essentiel, c'était d'arrêter de reprendre en boucle toujours le même refrain, les gens veulent rester chez eux, sans en prendre les véritables moyens. Et dans ce cas-là, c'est l'ensemble du spectre qu'il faut regarder. Il faut rester chez soi. Stéphane Corman a dit, le chez-soi, c'est soit le chez-soi qui est le sien et on peut l'adapter à travers MaPrimeRénov' demain, soit c'est d'autres chez-soi. Et c'est tout le développement de l'habitat inclusif, des résidences autonomie, comme on a parlé tout à l'heure, Brigitte Bourguignon. Mais une fois qu'on sort de chez soi, il faut encore que l'environnement urbain soit lui-même bienveillant. Et donc là, on est dans les compétences des maires, des présidents d'agglo. Et je le dis parce que ces sujets-là, jusqu'à maintenant, étaient vraiment d'abord des sujets de l'État, de l'ARS et des départements. D'une certaine manière, les maires demandaient un EHPAD, ils l'avaient si le département le voulait bien, et l'État également. Les maires sont redevenus, avec l'évolution de ces sujets, avec l'évolution démographique dont je parlais tout à l'heure, les 75-84 ans, sont redevenus en première ligne. C'est eux qui, aujourd'hui, signent, ou pas d'ailleurs, des autorisations pour des résidences services seniors. C'est eux qu'on va voir si on veut développer des habitats inclusifs. C'est eux qu'on va voir si la voirie ne va pas. C'est eux qu'on va voir si, dans le cadre de Ville Amie des aînés, eh bien, on veut faire des communes demain des lieux bienveillants. Donc, on voit bien, c'est eux qu'on va voir aussi si on veut en priorité lutter contre l'isolement social des personnes âgées. C'est eux qui sont les mieux placés, au fond, pour repérer les fragilités. Donc, c'est vrai que dans l'évolution de nos politiques publiques, les maires redeviennent, ou deviennent d'ailleurs tout court, un des acteurs majeurs de l'adaptation de la société au vieillissement. Et une fois de plus, on ne vieillira pas de la même façon d'un territoire à l'autre. Donc, une fois qu'on a vu la question du logement, une fois qu'on a vu la question de l'urbanisme, de la façon d'appréhender la ville et que la ville soit mieux adaptée aux fragilités des seniors, eh bien, on n'aura pas la même politique selon que l'on est en milieu urbain, périurbain, semi-rural, qu'on soit au fin fond du Finistère ou en plein cœur de la métropole de Nantes ou de Lille. Et ça, c'est une dimension, évidemment, qui est essentielle pour les politiques de demain. C'est le logement, la ville, mais aussi le territoire. Et cette notion de territoire, elle doit être… On est toujours, en France, des passionnés de l'égalité. Donc, on veut que partout en France, de Paris 14e jusqu'à Foix dans l'Ariège, on soit dans une forme d'égalité de traitement. Oui, mais non, parce que la situation n'est pas égale. Et donc, qu'à un moment donné, on puisse faire du sur-mesure, ça, c'est la dimension territoriale. Comment fait-on pour à la fois avoir une politique de protection sociale qui soit la même pour tout le monde et en même temps, comment on fait du sur-mesure. C'est ça que les élus locaux aujourd'hui ont devant eux comme défi, le logement, la ville, les territoires. Et c'est là où, et je conclue par ce que j'ai commencé, l'articulation entre ces trois ministères n'a jamais été aussi pertinente. Merci beaucoup. Quand on parle de sur-mesure, on se tourne tout de suite vers les maires. Monsieur Lair, Monsieur Bouillon, donc vous êtes maire de Barentin en Seine-Maritime, un peu plus de 12 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Est-ce que les propos de Monsieur Broussy font écho à votre situation? Et à Barentin, quels sont les enjeux que vous constatez, que vous adressez dans votre action au quotidien? Alors d'abord, merci pour votre invitation et pour cette initiative. Ce n'est pas la première fois que les propos de Luc Broussy font écho, non seulement à la situation de Barentin, mais je crois à la situation qu'on nous vit. D'ailleurs, les chiffres qu'il a donnés et le rapport qu'il a écrit, publié, je pense, donnent une lecture assez objective de la situation, mais surtout des leviers d'action, et c'est ça qui nous intéresse au niveau local. Moi, je retiendrai deux choses dans le propos à l'instant de Luc Broussy, mais c'était aussi le cas tout à l'heure dans les mots prononcés par Brigitte Bourguignon ou Emmanuel Vargon, c'est anticipation et décloisonnement. L'anticipation, c'est d'abord la connaissance des chiffres et des vraies réalités. Si on prend le cas de Barentin, on a, vous l'avez rappelé, 12 000 habitants. Il y a 3 000 habitants qui ont déjà plus de 60 ans et 1 000 qui ont plus de 75 ans. Si je reprends la façon, et je pense que c'est la bonne façon de voir les choses, qu'a indiqué à l'instant Luc Broussy. C'est-à-dire 25%, un quart de la population se situe déjà dans cet enjeu du bien vieillir. Concrètement, entre 2008 et 2018, il y a eu une part des plus de 60 ans qui a augmenté de 25%.
Je crois que c'est Luc Brossy qui le dit souvent, c'est difficile sans doute de prévoir la météo à une semaine, c'est difficile de prévoir ce que sera le PIB dans 4 mois ou 1 an. Par contre, il y a une prévisibilité très forte de la transition démographique. Et je pense que c'est important parce qu'on dit souvent gouverner, c'est prévoir, c'est donc anticiper. Et il faut d'abord avoir en tête ces données lorsqu'on est élu local et qu'on souhaite faire évoluer la politique, les différentes politiques publiques, parce que, et c'est une expression qu'on a déjà entendue, il faut souvent regarder sa ville avec un regard de vieux, dans tous les aspects. Et ça m'amène à la deuxième leçon que je retiens des propos de Luc Brossy, c'est la notion de décloisonnement, le sur-mesure, c'est-à-dire en fait éviter d'avoir une politique en silo. Il y a une petite révolution chez les maires, il faut se le dire avec beaucoup de franchise. On est passé de politique en direction du troisième âge, qui était une politique qui se résumait soit à la question de l'autonomie, donc sur une petite partie finalement des plus de 60 ans aujourd'hui, une infime partie. Donc c'était, comme vient de l'indiquer Luc aussi, la question mon EHPAD sur mon territoire, ou une question, j'ai envie de dire, souvent d'événementiel dans les communes, de l'animation. Le repas des aînés, le colis de Noël, le voyage dans une commune. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on ne balaye pas ce type d'attention que l'on porte à l'âge, mais on regarde ce vieillissement dans toutes ses composantes, à travers le logement, à travers, et j'ai aimé l'expression et la volonté affichée par Brigitte Bourguignon, de cette bienveillance au niveau d'une ville bienveillante, c'est-à-dire elle a raison de parler de bancs publics, elle a raison d'évoquer des arrêts de bus, de la végétalisation, de toilettes publiques, c'est une question essentielle. Ce n'est pas des petites intentions, c'est une façon aussi de dire à la population vieillissante, non pas je vous ai compris, mais cette ville, on va la construire ensemble en y apportant des éléments de cette nature qui la décrivent, la rendent possible et la rendent en effet bienveillante. Et puis il y a les enjeux, comme Emmanuel Vargon le disait, du logement, avec une logique sans doute de parcours logement. Parce qu'on a une réalité que vivent beaucoup de territoires comme Barentin ou beaucoup de villes moyennes. C'est-à-dire qu'on a paradoxalement parfois plus de logements et moins d'habitants. On est tous à s'arracher les cheveux lorsque l'INSEE nous donne le chiffre du nombre d'habitants dans notre commune. On regarde ses chaussures en disant « je n'ai pas été bon si la population baisse ». La réalité, alors que j'ai construit plus de logements. La réalité, vous le savez, c'est le phénomène de décohabitation, le vieillissement de la population entraîne ce phénomène. Donc on doit aussi anticiper cet élément-là et réaliser un véritable parcours logement avec sans doute un habitat adapté, avec sans doute une autre forme aussi urbaine. Dans le projet que porte Jacqueline Gouraud à travers Petite Ville de demain, on a cette notion de revitalisation des centres-villes. Ce n'est pas qu'une question de commerce. Il faut qu'on s'entende, et je pense que Yves Le Breton le sait parfaitement, sur ce qu'on appelle le centre-ville. Eh bien, le centre-ville, c'est aussi sans doute le retour de personnes qui, avec l'âge, ne peuvent plus entretenir une maison individuelle avec de grands espaces autour. C'est sans doute de concevoir aussi une nouvelle vie dans le centre-ville avec la proximité de commerce ou de services publics. Bref, je crois que ce qu'inspire à la fois le rapport et les politiques publiques qui se mettent en place, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une petite révolution, mais pas dans le sens grand soir, dans le sens on tourne un peu la façon d'appréhender les différentes politiques publiques. Et concrètement, on le voit dans nos types de communes, et c'est en cela où je souscris aussi aux propos de Luc Brossy, on voit que le maire, c'est un maire pivot en fait. Il est le pivot de plusieurs politiques. C'est vrai qu'on sait que le conseil départemental a la compétence, en tout cas, est souvent retenu pour cette compétence, mais si on veut faire du sur-mesure, il faut le maire pivot. Il faut celui qui, en quelque sorte, fasse de la couture urbaine, de la dentelle presque, pour mettre en correspondance l'ensemble des acteurs pour éviter l'effet de silo et vraiment dans le décloisonnement. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Yves Le Breton, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors justement, comment faire pour aider ces maires dentelliers à faire ce fameux sur-mesure? On utilise beaucoup la métaphore de la couture dans le métier qui est le nôtre. Je voudrais saluer Madame la ministre, Monsieur le Président Bouillon et Luc Broussier, et les remercier d'avoir introduit en fait ce que peut faire la NCT effectivement pour les collectivités. On voit le rôle qui est celui des collectivités, notamment des communes et donc du maire dans cet accompagnement de la transition démographique que notre pays a entrepris et qui évidemment va se déployer partout sur le territoire. Donc la NCT a été créée en tant qu'instrument de l'État au profit justement des collectivités locales pour leur apporter de l'ingénierie sous différentes formes qui leur permettent justement de porter des projets qui tiennent compte de ces différentes transitions. Donc pour nous, notre rôle peut s'articuler sur plusieurs niveaux. Je voudrais d'abord rappeler qu'il faut d'abord éclairer aussi les élus et plus généralement les décideurs territoriaux sur ces grandes transitions en cours. Et c'est le rôle notamment d'un observatoire comme celui des territoires qui, par ces différentes études, peut aussi apporter beaucoup sur la connaissance des phénomènes au travers de ces publications et en complément de ce que d'autres organismes peuvent apporter. Mais plus globalement et plus concrètement, la NCT, c'est un certain nombre de programmes et Petite Ville de demain est une illustration de cette démarche de programmes qui intègrent au profit des collectivités donc membres de ce programme des outils dont le risque est qu'ils soient dispersés. Donc l'idée, c'est d'abord de concentrer l'appui et de le clarifier au profit des collectivités. Des outils qui sont ceux de la NCT. On peut évoquer par exemple le fait que dans Petite Ville de demain, c'est d'autres programmes aussi de la NCT qui peuvent s'inscrire. Madame le maire de Bourg-de-Péage rappelait France Service, qui est un des programmes portés par la maison. On peut aussi rappeler toute l'action donc en matière de lutte contre la fracture numérique, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qui concerne effectivement aussi les personnes âgées. Donc, autant de programmes de la NCT qui sont concentrés, mais bien au-delà, parce que l'action de la NCT, elle est partenariale. Et c'est un aspect sur lequel je voulais aussi beaucoup insister, c'est le fait que nous travaillons avec des institutions très, très diverses et dans le sens de politiques publiques claires et affirmées. Et donc, je voulais remercier au travers de ce webinaire aussi toutes ces organisations, on a mentionné un certain nombre, qui œuvrent dans le cadre d'un programme comme Petite Ville de demain sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet Bien vieillir, qui fait l'objet d'un développement tout à fait particulier dans le cadre de PVD. Et puis un autre aspect qui me semble important dans le rôle que la NCT peut jouer au profit des collectivités, c'est ce qu'on appellera un peu le parangonnage, c'est-à-dire le partage de bonnes pratiques. Et donc donner des exemples, parce que c'est aussi très important, me semble-t-il, pour des élus de pouvoir connaître, accéder à des expériences réalisées qui peuvent ensuite se démultiplier sur le territoire. Donc c'est le rôle, par exemple, du club des villes PVD, donc des villes petites villes de demain, qui est, à mon avis, un rôle très important de partage de connaissances et d'informations. Et puis un autre rôle, et j'en finirai là-dessus, que la NCT peut jouer, c'est le développement d'expérimentations, parce que les programmes sont là aussi des lieux d'innovation au profit des collectivités, et notamment en appuyant par des crédits d'ingénierie et des méthodes, donc des expériences locales, on permet aussi de faire avancer collectivement l'ensemble des collectivités. Voilà donc décrit de manière très, très rapide l'action qui est celle de l'ANCT. Sur le programme Petite Ville de demain, moi je remercie encore à nouveau toutes celles et tous ceux qui ont participé à la construction de ce programme, et en particulier la PVF, qui pour nous était vraiment une association de référence. Et je suis très heureux que ce programme s'enrichisse au fur et à mesure d'un différents modules. Bien vieillir en est un, parce que c'est aussi la logique de ces programmes, c'est que évidemment tout n'est pas compris dans le programme à son lancement, et il s'enrichit au fur et à mesure. Et le webinaire de ce soir en est encore une démonstration. Merci beaucoup. Peut-être pour finir, aller vers la fin de ce tour de table, Christophe Bouillon, monsieur le maire, vous nous avez parlé de sur-mesure, Luc Broussier nous a parlé de maire pivot, vous aussi d'ailleurs, d'enjeux très autour du maire. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur les actions que vous avez engagées ou menées à Barentin? Est-ce qu'il y a déjà de premiers résultats justement sur cette politique plurielle vis-à-vis des aînés?
Oui, oui, clairement, des exemples d'action. D'abord, dire qu'il faut passer de on fait pour vous à on fait avec vous. Et notamment, on a mis en place des ateliers participatifs dans le cadre de la labellisation Ville Amie des aînés, hein, qui est un label que connaît parfaitement Luc Broussy. On a aussi travaillé sur une réhabilitation de deux résidences autonomie en lien avec les habitants, parce que les résidents qui sont sur place, donc pour accompagner cette démarche, pour que ça ne soit pas fait à côté d'eux ou au-dessus d'eux, mais avec eux. On a un projet de reconstruction d'EHPAD qui a été j'ai envie de dire, mis dans le programme, dans le volet investissement du Ségur de la santé, où on souhaite travailler sur un EHPAD en lien avec le centre hospitalier du territoire. On est à la fois du médical, mais aussi du médico-social. Donc, il y a un travail et une approche assez innovante en la matière. On travaille aussi sur la question alimentaire dans le cadre du PAT, du projet alimentaire territorial, où on a une démarche aussi en direction du public âgé. On a mis en place un conseil des sages qui fonctionne vraiment bien. Hein. Ce n'est pas un simple conseil consultatif. Il y a des démarches, un programme, une implication réelle sur la ville. On a en projet de construction des logements adaptés en centre-ville, au plus près des commerces, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a cet effet levier, ce biais que représente aujourd'hui le dispositif Petite Ville de demain, et l'apport aussi à travers la NCT des compétences, parce que ce qui manque souvent aux communes de notre strate, c'est l'ingénierie. Et le fait de pouvoir puiser à travers le réseau que représente la NCT, eh bien, un bon niveau d'ingénierie ou d'accompagnement peut être utile lorsqu'on met en œuvre des initiatives de cette nature. Et enfin, toujours dans des exemples d'action, on a mis en place des ateliers informatiques on connaît tous l'objectif d'une e-administration, mais il ne faudrait pas qu'elle laisse de côté un certain nombre de personnes. Et donc là, il y a un travail qui se fait avec un service civique pour accompagner les plus âgés à se familiariser, et puis éviter aussi un phénomène qu'on rencontre de plus en plus, qui est le phishing ou le hacking. On travaille avec la gendarmerie en termes de prévention vis-à-vis d'un public qui est souvent un public cible dans ce domaine. Donc, on a une action de prévention là-dessus. Et puis, sur les mobilités qui sont essentielles, surtout sur un territoire comme Barentin, avec une topographie assez particulière, un haut et un bas de la ville, donc pour accompagner aussi les personnes d'un certain âge, avec aussi des cheminements piétonniers, et ça revient sur les propos tout à l'heure de Brigitte Bourguignon, en essayant vraiment de jalonner avec des aménagements, des espaces végétalisés pour créer des puits de fraîcheur, des bancs, des éléments de cette nature. Et puis, je retiens aussi l'idée, on essaye à mettre en place, mais ce n'est pas si évident que ça, et on a besoin de partenariats. Il y a dans le rapport de Luc Broussy un élément qui nous a interpellés, qui est celui des 10 000 morts par an, des chutes mortelles. C'est un vrai enjeu qu'on mesure concrètement. Et c'est vrai que là, on a des difficultés à saisir quel type d'outils dont on pourrait bénéficier pour lancer à l'échelle d'un territoire des initiatives de prévention sur une situation qui est dramatique et sur lequel on pourrait, dans le cadre du sur-mesure, dans le cadre de la proximité, dans le cadre aussi du tiers de confiance que représentent souvent les élus locaux, essayer d'agir en la matière, même si je n'ignore pas qu'il y a des conseils départementaux ou la Caisse nationale d'autonomie, etc., qui a pris l'initiative. Mais en même temps, là, on est à la recherche d'idées pour mener une action de cette nature. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Il y a eu quelques questions posées dans la discussion. Je vais juste les synthétiser et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir ensuite. Mais avant de faire ça, je vois une petite main jaune levée du côté de Madame la ministre. Madame Bourguignon, je vous en prie. Je ne veux pas prolonger le débat, mais d'abord souligner vraiment le beau projet que vous avez porté dans votre ville, monsieur le maire Christophe Bouillon, parce que c'est global en fait ce qu'on est en train de construire. C'est parce qu'on veut que les parcours soient liants, que ce ne soit pas quelque chose de fracturé, c'est une solution ou une autre. Non, c'est un projet global dans des collectivités, qu'elles soient très petites ou pas.
Et d'ailleurs, souvent, moi, les maires m'interrogent sur le fait que ce n'est pas forcément adressé. Et c'est pourquoi nous mettons tous ces dispositifs en place pour aider à l'ingénierie, parce que c'est souvent ce dont il manque, et d'une manière assez simple. Donc, je vois que certains s'interrogent sur le fait de ne pas être dans Petite Ville de demain. Eh bien, le fonds d'appui aux collectivités, ça sera adressé à eux aussi. Il y aura une facilité, et tous les projets qui visent à faciliter la vie, à la rendre plus attractive, à la rendre plus meilleure en fait et plus conforme à ce qu'on désire dans sa collectivité sera possible, y compris les projets culturels, tout ce qui va retarder de toute façon la dépendance concourt à être suivi des faits dans tous les projets qu'on met en place de manière extrêmement concrète. Et vous parliez de dentelle, eh ben oui, c'est denteler toutes les aides aussi qu'on y apporte aujourd'hui pour tenir compte des dispositifs différents et variés, mais qui peuvent s'adapter à toute collectivité. Donc on n'a pas voulu faire d'usine à gaz volontairement, parce que c'est souvent le reproche qui nous est fait. Donc je crois que, voilà, moi je suis très sensible à ce que vous avez dit. Et le deuxième point qui est très important, c'est les chutes. Et justement, on a lancé une mission là-dessus très active. Et vraiment, j'ai demandé un travail en très peu de temps, difficile et très lourd à mener sur ce sujet, parce que c'est un sujet qu'à la fois nous sortirons bientôt en janvier probablement sur un plan dit anti-chute, entre guillemets, on trouvera un meilleur mot, mais aussi on le porte au niveau européen. Dans cette présidence de l'Union européenne, on considère que c'est un sujet qui est un sujet que chacun d'ailleurs a pointé du doigt, y compris dans les autres pays, en nous disant c'est là-dessus qu'on doit travailler parce que c'est déterminant pour notre souhait à tous de faire en sorte que nous retardions au maximum la dépendance et que nous favorisions l'autonomie chez soi le plus longtemps possible, quelle que soit la forme du chez soi. Voilà. Je ne serai pas plus longue parce que j'ai vu que ma collègue était arrivée. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ici, Madame la Ministre, Madame Gouraud, vous me permettez juste 2 petits mots et comme ça ensuite je vous laisse le mot de la fin pour clore ce webinaire. Donc effectivement, donc, il y a eu des questions d'un des participants sur je ne suis pas Petite Ville de demain, que se passe-t-il? Donc bon, Madame la Ministre le disait, il y a beaucoup de dispositifs existants. Si le dispositif Petite Ville de demain conforte les fonctions de centralité, c'est bien au bénéfice des territoires ruraux. Et au-delà, le délégué territorial de l'ANCT, qui est le préfet de département, est bien sûr à votre disposition pour trouver des solutions pour vous accompagner. On parlera coordination service de l'État et investissement, donc les autres questions qui ont été soulevées demain et après-demain, puisqu'on a encore 3 rendez-vous dans le cadre de cette semaine qui vont entrer en profondeur avec tous les partenaires, notamment financeurs, sur les leviers à disposition. Et puis demain, on décortiquera le cas de Morteau avec le réseau francophone Ville Amie des Aînés pour tout savoir d'une opération pendant 1 heure. J'en profite pour remercier une dernière fois l'ensemble des partenaires qui ont concocté cette semaine et particulièrement Héloïse Thibault au sein de mon équipe qui mène de main de maître ces événements du Club des Petites Villes de demain. Madame la Ministre, je m'excuse d'avoir été trop longue et je vous cède la parole. Merci infiniment d'avoir accepté de clore ce webinaire d'ouverture de notre semaine thématique dédiée au bien vieillir dans les petites villes de demain. Merci, chère Juliette. Vous n'avez pas été du tout trop longue. Et j'en profite pour vous remercier, chère Juliette, pour tout ce que vous faites, et en particulier pour cette animation de Petite Ville de demain. Je suis sûre que tout le monde partagera le fait que je commence par vous saluer. Je voudrais bien sûr saluer ma collègue Brigitte Bourguignon, chère Brigitte, saluer tous les maires, les élus, les partenaires et les chefs de projet de Petite Ville de demain. Et vous remercier toutes et tous, bien sûr, vous qui êtes engagés au quotidien pour parler et pour porter dans vos territoires de ce programme Petite Ville de demain. Alors, bien sûr, je remercie toute l'équipe d'organisation. Alors, je remercie bien sûr le directeur général, cher Yves Le Breton, et bien sûr, toi, Juliette, à nouveau, ainsi que l'ensemble des partenaires pour leur mobilisation, et en particulier, bien sûr, l'Association des Petites Villes de France, cher Christophe, que je remercie pour son engagement. Je voudrais remercier, bien sûr, la CNSA, le réseau Ville Amie des Aînés, l'ANA, le CEREMA, la DHUP, pour leur contribution à cette semaine du Club Petite Ville de demain, qui est bien sûr très précieuse. Vous le savez, je crois que ces moments d'échange sont essentiels pour partager sur les enjeux auxquels vous êtes confrontés,
Cette semaine du Club Petite Ville de demain a débuté jeudi dernier autour d'un forum des solutions. Il a été, m'a-t-on dit, particulièrement suivi et a réuni les communautés professionnelles d'Action Cœur de Ville et de Petite Ville de demain, ce qui est très positif car tous nos territoires sont confrontés avec plus ou moins d'intensité à la question du bien vieillir. Je crois que petit à petit, nous construisons une belle communauté de travail, un réseau apprenant. C'est essentiel et c'est avant tout grâce à votre engagement. Je voudrais d'abord insister sur le défi et même l'opportunité, puis-je dire, que représente le vieillissement pour toutes vos villes. C'est un enjeu qui concerne en transversalité un grand nombre de politiques publiques et je salue bien sûr la présence de mes collègues Brigitte Bourguignon et Emmanuel Wargon qui sont intervenus en ouverture de cette rencontre et pas seulement en ouverture puisque je vois que Brigitte est encore là. 2 millions de Français supplémentaires auront plus de 75 ans en 2030. C'est un âge où on est le plus souvent encore autonome, mais où on peut connaître de premières vulnérabilités. C'est ainsi l'âge de l'adaptation des espaces de vie. Cela implique de penser le vieillissement de manière globale, à 360 degrés, comme le préconisait Luc Brossy, que je salue également parce que je l'ai aperçu, je ne le vois plus, mais tout à l'heure, dans son rapport interministériel qu'il m'a remis il y a quelques mois. Qu'il s'agisse de l'adaptation des logements pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, du développement de nouvelles solutions d'habitat, bien sûr, du déploiement de mobilité adaptée, de la lutte contre l'isolement ou encore de l'adaptation des espaces publics. Sur tous ces enjeux, les maires et les élus sont et seront à la manœuvre pour mener des stratégies d'adaptation de leur territoire au vieillissement. Beaucoup de choses vont se jouer à l'échelle de ce mandat municipal. Les petites villes et les campagnes qui les entourent seront les plus concernées par cette transformation démographique. C'est bien sûr un défi et c'est aussi une opportunité, comme je le disais tout à l'heure. Une opportunité car les petites villes ont tout pour être un cadre de vie privilégié pour les personnes âgées, du fait de la proximité des commerces et des services qu'elles offrent, mais aussi par le tissu des liens et des solidarités qui les caractérisent. Les personnes âgées dans les petites villes consomment dans les commerces locaux. Elles font vivre l'espace public tout au long de la journée. Elles ont davantage de temps libre qu'elles peuvent consacrer à un engagement associatif. Je voudrais d'ailleurs souligner l'immense richesse pour nos territoires que tous ces bénévoles qui font vivre les tissus associatifs locaux et qui sont en majorité de jeunes retraités et des personnes âgées. Ces enjeux, vous êtes nombreux à les avoir identifiés et c'est pourquoi je pense que cette semaine du Club Petite Ville de demain a toute son utilité. Car oui, beaucoup de petites villes et moyennes villes portent déjà des projets innovants dans tous les champs de l'adaptation au vieillissement, à l'image de Bourg-de-Péage, chère Nathalie, ou de Barentin, cher Christophe. Ces projets sont une source d'inspiration pour tous. Dans le champ de l'urbanisme, de belles initiatives sont portées pour adapter l'espace public, les trottoirs, les cheminements, les parcs et les jardins. Et je tiens à saluer la contribution essentielle du réseau des villes amies des aînés qui fournit aux collectivités des outils concrets et opérationnels et qui présentera tout au long de la semaine des solutions qu'il propose aux petites villes, en particulier le fonds d'appui pour les territoires innovants seniors porté par Brigitte Bourguignon. Sur la mobilité, des démarches se multiplient pour sécuriser les déplacements piétons de proximité dans les 500 mètres autour du domicile ou pour adopter les transports adaptés, les transports urbains
et le covoiturage, le CEREMA présentera demain des initiatives inspirantes. En matière d'engagement et de lutte contre l'isolement, là aussi, des territoires portent de très beaux projets pour encourager le bénévolat et les liens intergénérationnels, à l'image de l'association L'Outil en main, qui développe des ateliers organisés par les retraités et qui interviendront demain. Je me souviens les avoir rencontrés au congrès des maires du Morbihan. Ils s'en rappelleront certainement. En matière d'habitat, enfin, dans beaucoup de petites villes, de très belles opérations sortent de terre, des colocations seniors, des résidences-services ou encore des quartiers intergénérationnels. J'ai eu l'occasion d'en inaugurer à plusieurs endroits, aussi bien dans la ruralité d'ailleurs que dans les villes moyennes. Des projets souvent situés dans le cœur des petites villes, souvent ouverts sur la ville, avec des expériences aussi de jardin, de potager, de vue sur l'extérieur. Et là aussi, j'ai eu l'occasion de le voir dans plusieurs villes de France. Les enjeux sont grands. Nous devons accélérer l'adaptation des logements pour répondre aux souhaits de nos concitoyens de bien vieillir chez soi. Et bien sûr, l'ANA joue un rôle très important et présentera ses outils mercredi. Mais nous devons aussi développer des solutions nouvelles et je crois beaucoup dans l'habitat collectif et inclusif qui permet de bénéficier de services, d'être entouré tout en gardant un chez-soi autonome et personnalisé. C'est tout le sens de l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé pour accélérer le développement de l'habitat inclusif. Plus de 50 dossiers ont déjà été déposés et je vous invite à vous en saisir dans vos territoires. 100 projets en bénéficieront en 2022 et 1,5 million d'euros ont été dédiés pour vous accompagner en ingénierie et soutenir les projets en lien étroit avec la CNSA, que je remercie. Grâce à votre mobilisation, les petites villes sont en train de devenir, je dirais, l'avant-garde de l'innovation en matière d'architecture, d'urbanisme et d'usage adapté aux personnes âgées, comme en témoigne l'exposition Bien vieillir ensemble, inaugurée la semaine dernière à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, qui réunit les plus grands architectes et qui est pour nous, comme on le sait, un partenaire très efficace. Dans tous ces domaines, vous le voyez, le programme Petites Villes de demain est là pour offrir une palette de solutions autour du bien vieillir. Le rôle de l'État et de ses partenaires, c'est de vous accompagner pour concevoir et déployer votre projet de territoire, intégrant les enjeux du vieillissement. Avec Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, vous l'avez compris, nous ne vous proposons pas de solution générique ni de démarche uniforme, mais nous partons de vos projets, de vos besoins, en fédérant l'ensemble des partenaires et des experts autour de vos projets. C'est d'ailleurs une démarche qui est un peu généraliste maintenant dans tous les programmes que nous menons avec l'ANCT. Vous pouvez compter sur la détermination et l'engagement de l'État à vos côtés pour vous accompagner dans les grandes transitions qui sont devant nous et au premier rang desquelles la révolution de la longévité. Oui, vous pouvez compter sur l'État, je le répète, pour construire avec vous l'avenir de votre territoire dans la confiance, dans la proximité et dans l'efficacité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine thématique du Club PVD et j'en profite aussi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.